Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant et très dense. Et on va pouvoir passer à prendre quelques questions du public si tout le monde en avait. J'ai juste. Vous avez évoqué. Alors déjà, je vous remercie pour la conférence et pour la densité d'informations. J'avais une question sur la dernière solution que vous avez évoquée, le blocus. Vous avez parlé des Occidentaux qui sont effectivement majoritaires au Conseil de sécurité, mais est-ce que la Chine accepterait? Alors que la Chine semble quand même se tourner en bonne partie vers l'Asie centrale et l'Iran aussi pour son approvisionnement de pétrole. Vous avez tout à fait raison. Je pense que ce sont des raisons pour lesquelles les Occidentaux n'envisagent même pas, je le répète, je suis les articles, tout ça, j'ai nulle part de déclaration ou d'études qui étaient faites en ce sens. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Occidentaux ne l'envisagent pas, il est évident que la Chine serait très opposée à ça. De toute façon, c'est clair que si on entame un blocus de ce type-là, ce serait un acte de guerre. Acte de guerre, parce qu'effectivement c'est une manœuvre hostile, même si on n'est pas obligé de tirer, on peut faire ça à distance, pas besoin de frapper les bases navales iraniennes, ça serait un acte de guerre. Acte hostile, et puis ça serait une opération qui se ferait sans mandat de l'ONU, puisqu'il est évident que les Russes et les Chinois opposeraient leur veto à une telle mesure. Donc ça serait un acte de guerre délibéré, dont on n'a pas forcément de victime directe, mais qui se ferait malgré leur opposition. Alors, militairement, tant la Russie que la Chine actuellement sont incapables de s'opposer à un tel plan, mais ça se ferait avec une très grosse opposition de leur part. Et bon, ça compliquerait les opérations occidentales sur d'autres plans. En plus, il faut voir aussi l'aspect économique. Bon, pour que les pays occidentaux se lancent dans une telle opération, les Américains et surtout les Européens sont en pleine crise financière. On sait que d'un certain côté, on peut avoir besoin des Chinois pour continuer à financer nos déficits publics. Est-ce qu'on a intérêt à les fâcher d'un côté alors qu'on a besoin de leur financement de l'autre? Effectivement, le questionnement se pose et va certainement dans le sens du non-blocus, de la non-intervention. Mais c'est évident que les Chinois seraient opposés. Donc militairement, il ne peut pas se opposer, mais politiquement, économiquement, il fait tout pour s'y opposer, c'est sûr. J'espère que je n'ai pas déprimé tout le monde. Bonsoir, déjà merci pour cette conférence. Et, je voudrais demander, c'est concernant la capacité de la puissance nucléaire qu'aurait l'Iran. Parce que par exemple, vous avez évoqué la Corée du Nord, qui aurait. On parle d'une puissance nucléaire, mais au final, est-ce qu'il y aurait quand même une certaine relativisation à avoir par rapport à justement des puissances, des bombes de puissance nettement différentes, et à la capacité qu'elle aurait si elle pouvait se doter d'armes de ce type? Oui, alors votre question est intéressante. Vous voyez, notamment ce que hier, quand je préparais encore cet exposé, il y a le document là que je vous présente ici que j'avais hésité à insérer dans mon exposé. Je me suis dit, bon, je vais laisser tomber, je me suis dit, ça va faire trop long. Je ne vais pas me lancer dans tous les aspects techniques, sinon il va falloir 2 ou 3 heures. Mais alors, cette carte, là, je ne vous ai pas présentée, je la présente maintenant. C'est une carte qui présente la portée théorique des différents missiles, tant iraniens que nord-coréens. Alors, je dis théorique pourquoi? Parce que, par exemple, si on prend le cas de l'Iran, les portées 1 et 2, ce sont les portées des missiles Shahab 3. Donc les Shahab 3, c'est les missiles actuellement utilisés, construits par l'Iran avec l'aide nord-coréenne. D'ailleurs, c'est des copies du Nodong 1 nord-coréen, qui sont actuellement en service, puis qui ont une fiabilité, on va dire, acceptable. Je dis acceptable parce que même pour les missiles qui sont en service depuis plusieurs années en Iran, la fiabilité est douteuse, il y en a certains qui explosent au décollage, mais enfin bon, il y en a en gros les 3/4 qui arrivent à décoller puis à suivre la trajectoire voulue, ce qui en cas de guerre nucléaire est suffisant. Les 3/4 des missiles qui partent, ça suffit. Alors, les Shahab 3, dans leurs 2 versions, ils sont notamment capables de frapper Israël, et même à la limite de frapper les confins de l'Europe. Bon, par contre, les portées 3, 4, 5, là, c'est des projets de missiles iraniens qui ne sont pas du tout utilisable aujourd'hui. Alors, c'est vrai que pour l'Iran notamment, en fait, la difficulté est aussi extrême à plusieurs niveaux. 1, il leur faut des missiles fiables. On va dire que c'est à peu près le cas aujourd'hui, même si ce n'est pas évident. 2, même à supposer qu'ils arrivent à enrichir l'uranium comme il faut, il leur faudra ensuite arriver à miniaturiser les têtes nucléaires de façon à ce que ça tienne dans un missile. C'est extrêmement compliqué aussi. Dans un missile, on ne peut pas mettre des charges, une tête nucléaire qui dépasse les 700 kg, en gros. 1 tonne grand maximum. Et alors, miniaturiser une tête nucléaire à moins d'1 tonne, pour un pays débutant comme l'Iran, c'est compliqué. Ça prendra encore certainement 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas.
Donc ce qui fait avant que l'Iran soit capable, pour parler très concrètement, de lancer un missile nucléaire sur Tel Aviv, bon là c'est une estimation vraiment un peu approximative, enfin je dirais il leur faut au moins 3 ans. Donc c'est clair que la fiabilité est douteuse. Pour la Corée du Nord, c'est pareil, je parlais de gesticulation tout à l'heure, autant qu'on sache qu'ils n'ont pas les moyens actuellement d'avoir un missile, lui aussi, suffisamment fiable pour atteindre ne serait-ce qu'Hawaï, avec une tête suffisamment miniaturisée pour tenir dans le missile. Donc là, pour les deux, pour les uns comme pour les autres, la fiabilité de la dissuasion nucléaire, elle est plus qu'aléatoire. Pour le Pakistan, ça semble plus sûr. Déjà, les têtes nucléaires sont plus fiables, c'est vraiment qu'ils les ont testées. Et puis, alors, ils demandent juste une chose, alors, leur missile nucléaire, c'est de frapper là. D'avoir 2000 km de portée, en gros, et ça, bon, a priori, ils y arrivent. Pour le Pakistan, ça semble plus facile. Alors, je ne sais plus si j'ai répondu exactement à votre question. C'est ça la fiabilité technique. Enfin, donc oui, pour les uns comme pour les autres, même si les recherches aboutissent, ils ont encore du travail. Mais ils s'aident mutuellement finalement. Ils s'aident mutuellement. Le Pakistan, parmi les trois, la bande des trois, là, entre Corée du Nord, Pakistan, Iran, le leader sur le plan nucléaire pur, c'était le Pakistan, qui a fait bénéficier les deux autres de ses recherches. Le leader des missiles, c'était la Corée du Nord, qui a vendu ses missiles aux deux autres, justement. L'Iran bénéficie un peu des deux. Bon, l'Iran, celui qui est un peu récipiendaire net en la matière. Mais entre le Pakistan et la Corée du Nord, avec les Chinois derrière, oui, je t'aide, tu m'aides. Ça a été le donnant-donnant tout le long, finalement. Oui, je voulais juste savoir quelle est la position de la France à propos du cas iranien. Est-ce que ça a évolué d'ailleurs sur les dernières années? Alors, la position de principe, c'est la non-acceptation, alors notamment les négociations qu'on a entamées avec l'Iran. Il y a des négociations qui ont été entamées dans le cadre de l'ONU, mais il y a aussi des négociations qui ont été entamées dans le cadre européen, ce qu'on appelle le groupe UE3, France, Royaume-Uni, Allemagne, et bon, les 3 pays européens étaient d'accord évidemment pour reprendre les négociations, pour que l'Iran stoppe son processus d'enrichissement, etc. Donc, sur le plan politique et diplomatique, la France, même façon que les autres pays européens, est très claire pour refuser la bombe atomique iranienne. Après, dans le cas où il faudrait effectivement passer des mesures militaires, alors, le cas du blocus, ou même des frappes militaires, est-ce qu'on irait jusque-là? Techniquement, on en est capable. Je dis on en est capable, il y a eu, je pense, une réflexion précise dans la matière. Je vous rappelle que depuis 2008, aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire ici, la France a ouvert une base aux Émirats. Alors cette base, en fait, a un double usage. Un usage un peu commercial, où on a en permanence des matériels prépositionnés dans cette région et qui ont une vocation à servir de vitrine un peu aux pays de la région, notamment aux pays qui achètent traditionnellement des armes, le Qatar, les Émirats, notamment, où ils peuvent venir voir le matériel et puis s'en inspirer pour équiper leurs armées. Mais aussi, on a une base sur place qui est capable d'être utilisée pour frapper l'Iran, très concrètement. Donc il y a un objectif stratégique à cette base. Est-ce qu'après, pour la France, il y aurait une volonté politique suffisante pour s'engager dans des frappes sur l'Iran? Je ne sais pas. Là, quand je dis je ne sais pas, c'est que là, alors, surtout, bon, dans le cas d'une frappe israélienne, c'est clair que les Israéliens seront tout seuls, ça c'est sûr. Une frappe américaine, qui deviendrait du coup une frappe alliée, franco-anglo-américaine, bon, si je voulais me défausser, je dirais que je peux demander à François Hollande. Je dis ça, par exemple, Ségolène Royal, en 2007, avait une position très ferme vis-à-vis de l'Iran. Ça, Nicolas Sarkozy, semble-t-il aussi. François Hollande, je l'ai jamais vu prendre position de manière officielle sur ce point-là. Est-ce qu'il le ferait? Bon, on a déjà la guerre au Mali. Est-ce que j'ai jamais vu prendre position? Pour parler franchement, je me hasarde un petit peu, j'en suis pas sûr. Je ne pense pas. Les Américains, d'ailleurs, dans les différents cas que j'envisageais, j'avais un bouquin là, de François Hesbourg qui avait été écrit en 2007. Il envisage un scénario de frappe américaine sur l'Iran. Il y a une frappe américaine que même pas les Britanniques qui participeraient, les Américains seraient seuls à y aller. Une frappe américaine aurait l'avantage techniquement de ne présenter aucun problème. Autant les Israéliens, on l'a vu, sont à la limite de la capacité pour frapper l'Iran, autant l'Amérique, bon, d'une part, de par ses bases, la puissance de ses moyens, son stock de munitions, n'aura aucune difficulté à frapper l'Iran, elle pourrait détruire le potentiel iranien de manière très, très large. Mais la France, là après c'est une estimation personnelle, je ne pense pas qu'elle s'engagerait. Bonsoir. Je voulais savoir, vous parliez en fait de la Chine qui avait une place peut-être dominante au niveau du marché noir d'armes nucléaires. Je voulais savoir en fait si par exemple la Chine, par le biais de réseaux de filiales terroristes comme le Hezbollah, par exemple l'un de ces groupes terroristes armés, arrivait seulement à avoir en possession de telles armes et par exemple il est arrivé dans un cadre critique à faire exploser par exemple
par un attentat terroriste, une bombe nucléaire avec une certaine échelle, voilà, sur le territoire israélien. Ma question, c'est de savoir comment, en fait, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU réagissent par rapport à ce partenaire qui est aussi membre du Conseil de sécurité. Et oui, alors ça c'est le problème au niveau du Conseil de sécurité, c'est qu'on a les 5 grandes puissances, mais qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc pour qu'une décision soit prise, il faut qu'il y ait une unité, au moins qu'il n'y ait pas de veto dans les 5 membres permanents. Donc, sur l'Iran, on a pris des mesures, parfois y compris le Conseil de sécurité, mais pour qu'il y ait l'aval russe et chinois, il faut prendre des mesures d'une grande prudence. Pour ça, d'ailleurs, que les Iraniens, quand je disais que pour le moment le coût iranien des recherches était très faible, c'est qu'effectivement on n'a pas pu prendre toujours les mesures les plus fermes qui s'imposaient, notamment à cause d'une menace de veto russe et plus fréquemment chinois. En ce qui concerne le risque terroriste, oui, il faut le craindre. Notamment, alors après, le gros problème, c'est un problème qui se pose déjà au Pakistan, c'est le contrôle de ces armes. Qui aura le contrôle de ces armes? Au Pakistan, c'est malheureusement assez évident, le pouvoir civil au Pakistan n'a qu'un contrôle à peu près nul d'ailleurs sur les armes nucléaires. C'est l'armée qui commande, c'est l'armée qui contrôle. Si on avait une arme nucléaire iranienne, comment ça se passerait? Ça peut être très compliqué aussi. Comme j'expliquais un peu tout à l'heure, l'armée iranienne en fait est divisée en deux. Comme dans beaucoup de régimes autoritaires, vous avez toujours une armée régulière et une armée politique. L'armée régulière, je ne veux pas faire des parallèles trop méchants pour les Iraniens, mais bon, je vais être méchant. Quand on prend l'Allemagne nazie, vous avez l'armée régulière, la Wehrmacht, puis vous avez la SS. Dans l'Irak de Saddam Hussein, vous avez l'armée régulière, vous avez la garde républicaine. En Iran, vous avez l'armée régulière, les Pasdaran, qui sont donc les milices islamistes, qui sont l'armée politique du régime. Je dis comme, toute proportion gardée, les SS en Allemagne ou la garde républicaine en Irak. Alors après, si l'Iran a la bombe, qui aura le contrôle de ces armes, effectivement? Ça sera l'armée régulière, les Pasdaran, est-ce que chacun aura un petit bout? Est-ce que ce sera même une arme spéciale qu'on créera pour ça? Ça peut être compliqué. Surtout, je dis, compte tenu des rivalités internes au niveau du pouvoir iranien, ça peut être compliqué. Et après, effectivement, il y a le risque qu'une de ces factions transmette des armes à des amis, et notamment le Hezbollah, qui pourrait, évidemment, qui est plus que demandeur. Notamment, là encore, il faut repenser la crise de Cuba. Si les Soviétiques ont mis en place des missiles à Cuba, c'est qu'à l'époque, les Soviétiques débutaient encore avec du retard par rapport aux Américains, ils craignaient que leurs missiles ne soient pas suffisamment nombreux et assez puissants pour atteindre les États-Unis. Donc, pour en être sûr, avec les missiles à moyenne portée qu'ils avaient, le plus sûr, c'est d'avoir des bases tout près, on doit mettre à Cuba. Si effectivement on constate que l'Iran n'a qu'une confiance très limitée dans la portée de ces missiles actuellement, pour être sûr d'avoir une frappe en retour sur Israël, effectivement, il faut les déployer à proximité d'Israël. Le seul endroit où on peut les déployer, c'est le Hezbollah, effectivement, au Liban. Donc, alors, tant du fait des rivalités politiques internes en Iran que du manque de fiabilité des missiles, oui, c'est un risque qui est à craindre. Je ne vais pas faire de la pub, mais François Hesbaud, dans son bouquin, il envisage aussi ce scénario-là, où Haïfa est détruit par une ogive. Alors en plus, d'ailleurs, le problème, c'est que si ce n'est pas une ogive, par exemple, on peut imaginer qu'un bateau, par exemple, libanais, rentre dans le port de Haïfa, et que donc fasse exploser sa bombe une fois dans le port, ce qui est le pire scénario. Tout à l'heure, quand je parlais d'effets radiologiques, donc des radiations suite à l'explosion nucléaire, ces radiations sont d'autant plus importantes que l'explosion est près du sol. Quand l'explosion est en l'air, l'énergie est presque entièrement libérée sous forme thermique et puis sous effet mécanique. Plus l'explosion est près du sol, plus l'explosion est au contact des poussières du sol et plus vous avez des retombées radioactives. Alors là, c'est une pollution qui est épouvantable. Voilà, donc c'est un risque qu'il faut toujours envisager. Merci. Concernant le détroit d'Ormuz, vous avez parlé de la possibilité d'une fermeture du port par l'Iran en causant les sanctions imposées par les Nations Unies. J'aimerais ajouter qu'une décision qui a été prise en janvier dernier par l'Union européenne, qui ont décidé, c'est une décision de principe uniquement, qu'ils étaient d'accord pour bloquer les importations et les exportations de pétrole par l'Iran. Et il y a aussi le fait que le Royaume-Uni a envoyé dans la région un navire qui est considéré comme disposant des meilleures technologies du monde en matière de pour montrer le missile dans le cas où l'Iran devra agir pour fermer le détroit. Les États-Unis sont intervenus. Le Conseil de l'Atlantique Nord a également une décision de principe disant qu'ils agiraient dans la région pour assurer que le transit pourrait continuer dans la région. Maintenant, ma curiosité porte sur les cyberattaques dont vous avez parlé. Récemment, encore le mois dernier, en fait, le Conseil de l'Atlantique Nord a décidé que
et les cyberattaques pour lesquelles il se qualifie dans le titre de l'article 5 de la Constitution un acte de guerre. Donc moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, considérant cela, on peut envisager encore que des pays comme l'Israël, même si c'est un partenaire officiel de l'OTAN, pourrait encore attaquer l'Iran ou la déstabilisation nucléaire de l'Iran? Par une cyberattaque? Oui, j'ai un avis, c'est presque plus qu'à mon avis, c'est chronique. Là, le regard du droit international, de ce que l'OTAN considérant que c'est vraiment aussi tellement un acte de guerre, que donc comme des attaques craintives. Vous avez tout à fait raison, effectivement, ce problème des cyberattaques va certainement être un des domaines qui va prendre de plus en plus d'importance prochainement et pour lesquels il va falloir certainement combler un guide juridique. Vous avez tout à fait raison de voir, effectivement, de pointer ce problème-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une cyberattaque, un acte de guerre. Alors, en imaginant, par exemple, quand je dis que l'Iran, alors c'est déjà des cyberattaques contre Israël, si on imagine même par exemple une cyberattaque iranienne contre les États-Unis qui aboutissent, est-ce que, je ne sais pas, on peut imaginer une contre-attaque militaire du coup des États-Unis contre l'Iran? Effectivement, c'est ce genre de problème qu'il faut voir. Alors, l'OTAN, effectivement, est sensibilisé à ce genre de problème. Il faut se souvenir, je crois que c'était en 2008, par exemple, que l'Estonie avait été victime d'une cyberattaque de Russie. Alors, peut-être pas du gouvernement russe, mais au moins d'un réseau de hackers organisés russes contre l'Estonie. Il faut se souvenir, par exemple, aussi que en 1999, en pleine guerre du Kosovo, des hackers serbes avaient réussi à attaquer le serveur informatique de l'OTAN. Donc ça devient de plus en plus important. Les Américains ont créé un commandement de théâtre maintenant pour la cyberguerre. Ça devient effectivement un problème. Alors, en ce qui concerne Israël, est-ce qu'une attaque, une de leurs nombreuses attaques sur l'Iran peut être considérée comme un acte de guerre? De plus en plus. D'ailleurs, c'est un point, je vais un peu aller au-delà de votre question. Ce qu'il faut bien voir, en fait, quand je parle d'une éventuelle frappe israélienne sur l'Iran, cette frappe israélienne, si elle doit avoir lieu, alors je ne veux pas jouer les prophètes vraiment catastrophistes, mais si cette frappe israélienne doit avoir lieu, si on en croit l'ultimatum de Netanyahou à l'ONU en septembre dernier, Netanyahou est donné jusqu'à l'été 2013 pour que les négociations aboutissent. Passer le délai, même disait printemps-été. Donc c'est-à-dire que l'ultimatum israélien est en train de s'achever. Si on considère effectivement qu'en 2014, les recherches des travaux iraniens auront abouti et l'Iran aura suffisamment d'uranium enrichi, auquel cas une frappe sera totalement inutile puisque l'Iran sera déjà une puissance nucléaire. Si Israël veut attaquer, il faut qu'il le fasse dans les mois qui viennent. Deuxièmement, cette opération israélienne ne fera qu'accentuer une tension qui existe déjà. Israël et l'Iran sont déjà actuellement en état de guerre non déclarée. Israël assassine régulièrement des scientifiques iraniens. Il y a des drones israéliens ou au moins américains qui survolent l'Iran régulièrement. Je vous rappelle même qu'en octobre dernier, les Israéliens ont abattu un drone iranien au-dessus de leur propre territoire. C'est-à-dire qu'en octobre dernier, les Iraniens, certainement depuis une base de Hezbollah au Liban, ont lancé un drone qui a survolé le territoire israélien, qui est passé au-dessus de la Méditerranée, puis qui a réussi à survoler le territoire israélien pendant une vingtaine de minutes, qui se dirige certainement vers la centrale de Dimona, qui est la centrale nucléaire israélienne, et seulement au bout de 20 minutes que les Israéliens ont réussi à l'abattre. Ça avait créé une petite polémique, une grosse polémique en Israël. On sait qu'en 20 minutes, il peut y avoir un drone qui survole notre territoire, un drone hostile en plus, sans qu'une mesure soit prise, et puis en plus le F-16 qui a abattu le drone iranien lui s'y prend à 2 fois. Le missile qu'il a tiré a raté sa cible, il a fallu qu'il fasse une deuxième attaque pour finir par abattre le drone. Donc les deux pays sont déjà en état de guerre non déclarée de faible intensité, mais c'est déjà le cas. Et pour le cas des cyberattaques, je partage votre analyse très largement. Une dernière question peut-être? On a parlé d'un bombardement nucléaire d'Israël par l'Iran, mais puisque il y a la ville 360 de Jérusalem qui est quand même un peu sur la carte, est-ce que ça complique pas le bombardement? Je n'ai pas compris la fin de votre question. Est-ce que le fait qu'Israël est sur son territoire une ville 360 qui est Jérusalem, est-ce que ça ne pose quand même pas d'énormes difficultés a priori à l'Iran, enfin pas difficultés concrètes mais morales, religieuses et autres, dans l'action d'aller attaquer, est-ce que même si par exemple on se rend connecté à Tel Aviv, des effets radioactifs, le souffle, un séisme ou autre, ne mettraient pas en danger des monuments comme le dôme du Rocher, auquel il est quand même complètement difficile de s'attaquer quand on se revendique guide suprême et plus ou moins incarnation de Dieu sur Terre. Enfin, je ne connais pas exactement la raison flic. Oui, bien le premier coup, il y a un problème religieux, effectivement, avec le risque de frapper des objectifs
des symboles religieux, comme vous dites, trois fois ça, effectivement. Il y a aussi le risque de frapper les populations palestiniennes. La Cisjordanie, je vous rappelle, entre l'ex-frontière, enfin, je dis ex-frontière puisqu'elle a toute une existence administrative, il y a encore le mur qui les sépare, mais entre la frontière cisjordanienne et la mer, dans certains endroits, il n'y a que 20 km, même 17 km, l'endroit le plus étroit. Donc effectivement, un missile pas très précis qui veut frapper Tel Aviv, peut frapper Jérusalem, ou peut aussi frapper les villes arabes de Cisjordanie. C'est un réel problème. Alors après, justement, il y a un choix à faire, enfin il y a un choix politique et religieux à faire. Effectivement, est-ce que l'Iran peut engager une frappe nucléaire sur Israël avec ce double risque? Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut l'avoir. Est-ce que ça ne serait pas une décision qui serait prise au dernier moment? Disons, si on arrive à une situation vraiment ultime où Israël, enfin je ne sais pas, j'envisage pas, plutôt envisager, mais si jamais Israël est amené à tirer des ogives nucléaires sur l'Iran et que l'Iran peut riposter, l'Iran ripostera, je crois, quels que soient les dégâts collatéraux. Même si on détruit effectivement la mosquée de Bar et puis le dôme du rocher, tant pis, on frappera Israël par tous les moyens possibles. Si c'est une frappe en premier, oui, là c'est vrai que ça serait quand même. Le risque est beaucoup plus faible, mais je reprends l'extinction un peu caricaturale, mais qui me semble pertinente tout à l'heure. Un prophète au pouvoir en Iran qui veut détruire l'entité sioniste à tout prix, on peut considérer que les victimes seront des martyrs et puis qu'ils auront œuvré à l'œuvre de la destruction de l'entité sioniste, tout ce qu'on veut. Ouais, je pense que c'est une question de circonstance plus que de principe. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez